Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, un projet de loi en France pour faire bloquer des sites internet sans passer par un juge, une invention israélienne pour rendre meilleure la vie des aveugles et un clip d'exilés cubains. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et on débute cette émission par l'Afrique, par le Sénégal. Pour être précis, le 19 juin dernier, un rappeur a saisi l'occasion d'une cérémonie de mobilisation contre la drogue pour dénoncer la corruption au sein de la police. Résultat, il s'est retrouvé conduit en détention où il risque 6 mois de prison ferme. Le procureur a estimé que les propos du rappeur étaient outrageant pour les policiers. Hasard ou non, ce rappeur fait partie du collectif Y'en a marre, bien connu pour ses positions anticorruption, notamment au travers de ce clip qui date de septembre dernier. Yo, donte ayulo nyangulo tangulo jangulo monte am nga xam nga sañ saytu caytu dundu bi ci dundu bi dox ak sa gox te yox dem kaasi ci saasi. Et parallèlement à ce clip, cette chanson de rap, le collectif Y'en a marre avait lancé une plateforme en ligne pour dénoncer la corruption. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, depuis leur téléphone, par SMS, par Twitter ou par Internet, les Africains ont désormais un espace pour dénoncer la corruption en ligne. Et la plateforme se retrouve du coup lancée de plus belle avec l'arrestation du rappeur. On part à présent en Irak où, vous le savez, la crise continue. Nous avons parlé dans cette émission de la décision du gouvernement irakien de couper l'accès à Internet dans certaines régions du pays pour lutter contre la propagande islamiste. Du coup, sur place, une application qui permet de dialoguer quand il n'y a pas de réseau Internet, comme par exemple dans le métro ou dans le train. Cette application s'appelle FireChat et elle se retrouve très utile en Irak. Elle utilise la technologie du Bluetooth plutôt que celle d'Internet. D'après les estimations, plus de 40 000 téléchargements de l'application ont été recensés en Irak en une semaine. C'est un chiffre impressionnant et qui ne prend même pas en compte les téléchargements effectués par des logiciels qui masquent les lieux de connexion. On pense donc en fait bien plus de personnes l'ont téléchargé. Et on comprend pourquoi, étant donné que FireChat ne peut pas être bloqué. L'application se trouve très prisée. Avant les Irakiens, c'était d'ailleurs les Taïwanais et les Iraniens qui avaient téléchargé en masse FireChat. Dans les deux cas, évidemment, pour contourner la censure du gouvernement. Allez, on en vient donc à notre dossier du jour qui nous mène en France où le projet de loi antiterrorisme prend forme. Lundi, on a appris le contenu de l'article 6 du projet de loi. Il permet d'effectuer un blocage administratif de sites internet djihadistes et ce, sans passer par un juge. Il donnera ainsi la possibilité, je cite, à l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer sans délai des sites incitant au terrorisme. Pour rappel, l'UMP avait déposé un amendement allant dans ce sens le 12 juin dernier et l'Assemblée nationale l'avait alors rejeté. En plus de ce blocage, les fournisseurs d'accès Internet devront donner à leurs abonnés le moyen de signaler les sites Internet incitant au terrorisme. Et le juge, dans tout cela, vous me demanderez, eh bien le juge, lui, n'interviendra qu'a posteriori pour vérifier les modalités d'établissement de la liste des sites bloqués. Bref, vous l'avez compris, face au danger des Français candidats au djihad en Syrie, le gouvernement français veut agir vite, quitte à bousculer la législation actuelle. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel français va valider cette disposition ? Je pense que oui. On a déjà des dispositions qui existent notamment dans la loi de programmation militaire qui donnent des pouvoirs élargis à l'autorité administrative dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et donc des possibilités de demander aux fournisseurs d'accès de communiquer administrativement, donc sans l'intervention de juge, un certain nombre de données qui sont nécessaires. La seule chose, c'est que ces informations ne sont pour le renseignement et ne seront pas utilisables dans un cadre judiciaire, du moins tel quel. Et est-ce que les juges, de leur côté, vont accepter d'être appelés qu'a posteriori à vérifier la conformité du blocage ? Est-ce que les juges vont accepter d'être relégués à un stade, finalement, après la décision ? Non, je pense que je n'ai pas encore toutes les dispositions de la loi et qui n'est pas ni votée ni discutée.
Je pense que on est dans un cadre administratif. On aurait pu très bien envisager même pas d'intervention d'un juge. Là, il s'agirait d'une légalisation, en tout cas d'un contrôle formel concernant les conditions dans lesquelles ces dispositions, et notamment ces blocages de sites interviendraient. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, face à la montée de toutes les formes de l'islamisme radical, d'Al-Qaïda, on le voit avec la Syrie, malheureusement l'Irak va peut-être supplanter ou en tout cas rajouter à la Syrie. On est confronté à des menaces sans précédent, d'une nature nouvelle, enfin nature peut-être pas, mais en tout cas avec des afflux, c'est sans précédent, je veux dire, sur le plan de l'aspect purement quantitatif, même qualitatif, et donc il faut se doter quand même d'instruments adaptés. Je pense qu'on fait preuve de réactivité, et la France a toujours été, de ce point de vue-là, très, très pragmatique et très réactive à l'égard de la menace. Une question sur l'efficacité de la mesure, parce qu'il y a quelques jours, nous interviewons l'auteur du livre « Les Français djihadistes ». Il expliquait que bloquer les comptes des djihadistes sur les réseaux sociaux ou bloquer les sites internet pouvait s'avérer inefficace. Pourquoi ? Parce que les services de renseignement se servaient de ces mêmes plateformes pour vérifier qui s'y connectait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je crois que je connais bien l'argument. L'argument n'est pas sans pertinence. Il y a un autre argument, et on le sait bien. Aujourd'hui, avec Internet, vous bloquez un site, il s'en crée un autre. Vous bloquez un compte Twitter, un autre s'ouvre, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de parade absolue. Je crois qu'il va falloir utiliser ça avec une certaine modération et un certain discernement. On le fera dans des conditions particulières où la propagande est extrêmement vive, les cibles sont connues et le risque de radicalisation est fort. L'instrument pourra être utile. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser comme une arme, entre guillemets, de destruction massive à l'égard de tous les sites, parce qu'effectivement, on pourra se priver peut-être de la possibilité de pénétrer, de contrôler, voire même éventuellement de manipuler ces sites, comme on peut le faire. Enfin, nous, en tout cas, des services de renseignement le font, si on en croit certaines sources médiatiques. Mais le procédé est une arme nouvelle et qui me paraît appropriée à condition de la mettre dans le panel général de l'arsenal de l'ensemble des systèmes que l'on peut mettre en œuvre, enfin des mécanismes de riposte, et celui-là en fera partie. Jean-Louis Bruguière, excusez-moi, une dernière question. On a appris ces dernières heures, ces derniers jours qu'Israël et la Jordanie mettaient leurs forces en commun pour combattre l'arrivée des djihadistes depuis l'Irak. Qu'est-ce qu'on sait de l'avancée de ces djihadistes ? Est-ce qu'il y a une menace pour la Jordanie à long terme, puis pour Israël et les territoires palestiniens ? Il est évident qu'il y a un intérêt, je veux dire, cette situation, du moins cette décision, est conforme et rejoint un intérêt commun entre Israël et la Jordanie, qui sont deux pays, en tout cas un petit pays assez fragile, je ne veux pas de la Jordanie, Israël bien sûr c'est pas le cas, mais qui ont des intérêts communs pour contrer, je veux dire, cette menace. Israël était jusqu'à présent confronté à une menace traditionnelle qu'elle combat, c'est celle des groupes palestiniens, en tout cas des formes, des luttes, de ces formes militaires. Elle n'avait pas été confrontée à ce jour en tant que telle par Al-Qaïda. En tout cas, aujourd'hui, ça risque d'être le cas. Donc, il est certain que c'est une menace nouvelle qui risque du reste de surajouter à la deuxième, avec peut-être des manipulations de pays tiers. Vous voyez très bien à quoi je peux faire allusion. Merci beaucoup. Et donc, Israël risque de se trouver confronté à une situation sécuritaire tout à fait nouvelle et qui ne peut être contrée que par probablement des alliances régionales avec des pays qui vont être eux aussi fragilisés. Ce n'est pas l'intérêt d'Israël, bien évidemment, que la Jordanie soit déstabilisée. Merci infiniment, Jean-Louis Bruguière, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien juge antiterroriste. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez, on passe à un tout autre sujet. Regardez ces images. Elles ont été filmées par un drone au-dessus de Pékin. Regardez.
Alors vous l'avez vu, hein, les images sont extrêmement belles et d'une haute qualité, sauf qu'elles ont été filmées sans l'accord des autorités chinoises par un photographe originaire de Nouvelle-Zélande. L'homme affirme n'avoir été guidé que par des intentions pures et artistiques. Évidemment, ça n'a pas convaincu la police. Il a été arrêté quand il a tenté de faire décoller son drone depuis un jardin impérial. Bon, il était quand même situé à côté d'un complexe ultra sécurisé qui abrite le siège du gouvernement chinois, donc pas étonnant que la police n'ait pas eu envie de le laisser faire. Rassurez-vous, tout de même, il a été remis en liberté et on lui a rendu son drone quand il a quitté le pays. Tout va bien donc. Et je rappelle que récemment en France, un jeune homme a été condamné à payer une amende de 400 € pour avoir filmé Nancy par drone justement. Le drone devra donc attendre un peu avant d'être démocratisé pour tous. On part en Israël où une page Facebook a tapé dans l'œil de la presse. Elle s'appelle Auschwitz avec mes belles. Elle recense les photos d'ados israéliens qui se prennent en photo dans les camps de concentration en Pologne. La page a dépassé les 10 000 likes au cours de la journée de mercredi. Il faut savoir qu'en Israël, la plupart des lycéens de terminale et de première partent pour une semaine en Pologne dans le cadre d'un voyage de la mémoire et d'enseignement de l'histoire de la Shoah. Et face à cette page, certains journalistes notent que visiblement l'encadrement pédagogique de ces voyages laisse à désirer. Il faut se dire que lorsqu'on voit des adolescents en train de faire des selfies à Auschwitz, il y a évidemment de quoi se poser des questions. D'autres s'inquiètent quant à l'avenir de l'enseignement de la Shoah. Je pense tout de même que cette page n'était suivie que par quelques centaines de personnes à peine, jusqu'à ce que la presse en parle. On reste en Israël pour parler cette fois d'high-tech. Des étudiants du Technion ont mis au point un chien pour aveugles électronique. Pour ceux qui ne savent pas, le Technion, c'est l'équivalent de Polytechnique ici. L'invention comprend une caméra développée en Israël, une application pour mobile et des écouteurs. En fait, l'application traite les images capturées par la caméra et donne un retour audio à l'utilisateur en le prévenant des obstacles devant lui. Elle est même capable de reconnaître certains objets préenregistrés. D'après l'un des étudiants qui a travaillé sur le projet, la technologie utilisée par la caméra est fiable et stable. Mieux, l'ensemble est vendu à un prix jugé abordable. Voilà, à titre indicatif, sachez qu'on compte environ 150 millions d'aveugles et de malvoyants à travers le monde et les solutions qui leur sont proposées à l'heure actuelle sont assez limitées. L'invention israélienne représente donc un espoir pour eux. On en parle à présent des drones, mais en Russie, une chaîne de pizza dans le nord du pays affirme lancer la livraison de ses produits via donc des appareils volants. Les boîtes descendent au sol avec une corde. La chaîne de pizza, vous vous en doutez, est très fière de sa prouesse. Elle a diffusé sur Internet une vidéo de ses commandes. Elle affirme le projet est très sérieux. Ce n'est pas un coup de pub. D'après le directeur de la chaîne, 6 pizzas ont été vendues en 1h30 grâce au drone, ce qui lui fait penser qu'il y a là un vrai modèle de marché. Regardez. Alors je me demande quand même dans quel état la pizza arrive. On parle un peu de foot à présent. L'Uruguay s'est qualifié pour la 8e de finale de la Coupe du Monde. Mais ce que retient Internet de ce match, c'est surtout la morsure de Luis Suarez à l'épaule de Giorgio Chiellini. Oui, il a mordu un autre joueur. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. En 2010, il avait été suspendu de 7 matchs du championnat des Pays-Bas pour morsure sur un joueur. Et il a récidivé une fois plus tard en Angleterre. Du coup, sur le net, il fallait s'y attendre. Des images caricaturales circulent.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à même heure, même endroit. On se clip avec un clip de la mairie de Tel Aviv pour la Nuit Blanche qui a lieu jeudi soir dans la Ville Blanche. Bye, vous manquez déjà.